Au Burkina Faso, tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit est un ordre qui doit être exécuté. Cela ne signifie pas qu'il utilise son pouvoir à des fins personnelles. Au contraire, il s'est engagé à travailler pour le peuple du Burkina Faso jusqu'à ce qu'il apporte des réformes radicales pour changer la forme du pays. Depuis l'indépendance même du Burkina Faso, il a été exploité par son ancien maître colonial et d'autres pays occidentaux. Le capitaine Ibrahim Traoré le savait. Et tout comme son idéal, Thomas Sankara, il a lancé une grande initiative pour reprendre le contrôle des ressources du pays. Récemment, il a émis un ordre annulant les permis de 4 compagnies minières. Vous devez savoir que ces compagnies étrangères sont tristement célèbres pour exploiter les ressources du Burkina Faso, en particulier l'or. Elles ont conclu des accords injustes en utilisant la loi comme un outil et en offrant des avantages aux dirigeants précédents pour une exploitation à long terme. Mais cela devait prendre fin, et le capitaine Ibrahim Traoré est devenu celui qui a mis le dernier clou dans le cercueil. Cependant, que faisaient ces 4 compagnies qui ont provoqué une réponse directe du capitaine Ibrahim Traoré? Qu'ont-elles fait de si flagrant qui a rendu Traoré si en colère qu'il a annulé les permis? Découvrons cela dans cette vidéo. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, le Burkina Faso a été confronté à des obstacles structurels qui ont entravé sa capacité à investir de manière substantielle dans son propre secteur aurifère. C'était tragique, mais la France l'avait privé de tout investissement. En conséquence, des compagnies occidentales étrangères ont été incitées à intervenir et à exploiter les ressources aurifères du Burkina Faso. Comme de nombreux pays en développement, le Burkina Faso a connu des défis structurels tels que des ressources financières limitées, des contraintes technologiques et un manque d'expertise dans les opérations minières à grande échelle. L'exploitation aurifère était souvent gourmande en capital, nécessitant d'importants investissements initiaux dans l'exploration, l'infrastructure et l'équipement. Si le Burkina Faso avait eu des capitaux et des réserves, les choses auraient été très différentes aujourd'hui. Mais la vérité est qu'il n'y avait aucune réserve, car la France avait littéralement tout effacé en partant. Dans le passé, compte tenu des défis auxquels était confronté le Burkina Faso, des compagnies occidentales étrangères dotées de ressources financières et d'une expertise technologique supérieure ont été attirées pour investir dans le secteur aurifère du pays. De cette manière, la population locale et la communauté d'affaires n'ont jamais développé de sentiment pour investir dans le secteur minier de leur propre pays et en tirer profit. Le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de reconnaître ses limites et d'encourager l'investissement direct étranger dans l'industrie minière aurifère. Les gouvernements offraient des incitations aux compagnies étrangères grâce à des environnements réglementaires favorables, des exonérations fiscales ou d'autres concessions pour attirer des investissements externes. Le gouvernement du Burkina Faso pouvait voir l'investissement étranger dans le secteur aurifère comme un moyen d'atteindre des objectifs de développement économique, notamment la création d'emplois, la génération de revenus et l'amélioration des infrastructures. Mais il ne savait pas que ces accords le laisseraient dans un piège perpétuel. Les compagnies occidentales, bien connectées à l'échelle mondiale, ont utilisé leur réseau pour accéder aux marchés internationaux pour l'or du Burkina Faso. Cependant, cela a contribué moins à la croissance économique du pays et aux gains de devises étrangères, et a davantage profité aux compagnies étrangères. Dans les années précédant les années 2000, l'exploration a commencé au Burkina Faso. Situé en Afrique de l'Ouest, le pays avait une histoire d'exploitation aurifère artisanale avec des caractéristiques géologiques favorables au gisement d'or. À la fin du XXe siècle, l'attention s'est tournée vers le potentiel aurifère du pays, ce qui a conduit à une exploration précoce de la part de divers prospecteurs et de petites entreprises minières. Les découvertes initiales laissaient entrevoir d'importants gisements d'or, suscitant un intérêt croissant pour l'exploitation à grande échelle. Conscient du potentiel économique, en particulier dans l'exploitation aurifère, le Burkina Faso a pris des mesures proactives. Au début des années 2000, le gouvernement a promulgué des réformes légales et réglementaires pour créer un environnement plus attrayant pour les investissements étrangers. Ces réformes ont simplifié les processus d'obtention de permis, clarifié les droits de propriété et établi un cadre juridique transparent pour les activités minières. Plus tard, UEGA Mining, une entreprise multinationale avec une implication occidentale, a tiré parti des réformes au Burkina Faso. En lançant des opérations dans le pays,
en particulier à la mine d'or de Houndé, UEGA Mining a marqué une étape significative dans la participation active des entreprises étrangères au secteur aurifère du Burkina Faso. Un autre acteur étranger, Etruscan Resources, est entré au Burkina Faso à la fin des années 2000, s'engageant dans des activités d'exploration et d'exploitation aurifère. Etruscan a contribué à l'intérêt croissant des entreprises occidentales pour les ressources aurifères du Burkina Faso. L'acquisition ultérieure d'Etruscan Resources par Endeavour Mining a consolidé sa présence dans la région. Plus tard, dans les années 2000, Semafo, une entreprise minière canadienne avec des liens français, est entrée au Burkina Faso. En se concentrant sur la mine d'or de Mana, Semafo a renforcé la capacité de production d'or du pays. Cependant, elle a bénéficié davantage de l'exploitation de l'or, envoyant de vastes quantités d'or au Canada au détriment de la population. Pendant les années 2000, Roxgold, basé à Toronto, Canada, avec de solides liens français, est devenu un acteur important dans le secteur aurifère du Burkina Faso. En exploitant la mine d'or de Yaramoko, Roxgold a contribué à la diversité des entreprises étrangères contribuant à la production d'or au Burkina Faso. Maintenant, le capitaine Ibrahim Traoré a appris que ces entreprises étrangères détenaient la plupart des mines d'or du pays. Il a décidé d'annuler et de retirer les permis. Cette décision visait à préserver ses ressources naturelles, en particulier l'or, et à garantir une exploitation durable. Cette action visait à prévenir la surexploitation, l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement lié aux activités minières étendues. L'annulation des permis a répondu aux préoccupations environnementales telles que la déforestation, la pollution de l'eau et la perturbation des habitats causés par les opérations minières. Une autre raison de l'annulation des permis peut être la réévaluation des contrats miniers et des permis pour s'assurer que les avantages économiques sont répartis équitablement. L'annulation des permis est devenue une stratégie pour renégocier des conditions plus favorables pour le pays, garantissant une juste part des bénéfices et des redevances. Non seulement cela, mais l'opinion publique a également encouragé Traoré à prendre une telle mesure. Les considérations politiques et les mouvements sociaux ont influencé l'annulation des permis miniers par le gouvernement. Il a été révélé que le gouvernement a annulé les permis dans le cadre d'un examen plus large du processus d'octroi de licence. Cela impliquait la mise en place de critères plus stricts pour l'octroi de permis afin de garantir que les entreprises respectent des normes environnementales et sociales plus élevées, en plus d'offrir des retours équitables au Burkina Faso. Mais quels sont les permis desquels les sociétés ont été annulées ? La première société est Roxgold, basée à Toronto, au Canada, mais ayant de solides liens avec la France. La société était activement impliquée dans l'exploitation de la mine d'or de Yaramoko au Burkina Faso. Une autre société, UEGA Mining, faisant partie d'Endeavour Mining, a également vu son permis être annulé. Vous devez savoir qu'Endeavour Mining, une société multinationale basée à Londres, a une forte participation française. Elle supervise les opérations à la mine d'or de Houndé au Burkina Faso. Les troisième et quatrième entreprises étaient Etruscan Resources et Semafo, qui faisaient également partie d'Endeavour Mining. Lorsque les ordres d'annulation des permis ont été émis, cela a suscité une forte réaction en France, critiquant le capitaine Ibrahim Traoré. C'est intéressant car il a été critiqué pour avoir protégé les ressources naturelles de son pays et pour ne pas avoir permis à la France de les exploiter. Eh bien, que cela blesse quelqu'un ou non, ce qu'a fait Ibrahim Traoré est vraiment remarquable. Mais voyons plus en détail ce que ces entreprises ont fait qui a entraîné l'annulation de leurs permis. La mine d'or Yaoundé, située à 250 km au sud-ouest de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, en Afrique de l'Ouest, se distingue comme un projet de développement de premier plan dans la région. La mine est un producteur significatif d'or, et la structure de propriété implique qu'Endeavour Mining détient 90%, tandis que le gouvernement du Burkina Faso en détient les 10% restants. Oui, le Burkina Faso, le pays avec ses mines d'or, ne détient que 10%. Cela était le résultat des accords injustes conclus par les dirigeants précédents. Vous devriez savoir qu'une entreprise étrangère détient 90% des réserves prouvées et probables totales, soit 31 millions de tonnes d'or. Capitalisant sur les infrastructures existantes, Houndé est devenue la mine à faible coût phare d'Endeavour, avec une estimation des coûts de développement de 328 millions de dollars.
Le début de la construction des installations sur site a eu lieu en juin 2016, et la mine a atteint sa première étape de production au quatrième trimestre de 2017. Avec une production annuelle prévue de 190 000 onces sur une durée de vie de la mine de 10 ans, couvrant une superficie de 1075 km² dans la ceinture birmane du Burkina Faso. La mine de Hound repose principalement sur le gisement de Vindaloo, qui contient 88% des réserves de la mine, tandis que Buret et Doin abritent les réserves restantes. La mine de Hound utilise des méthodes d'exploitation à ciel ouvert, comprenant le forage et le dynamitage. Le minerai extrait est transporté vers une usine de traitement équipée de circuits de comminution SABC, de concentration par gravité et de lixiviation au carbone. Le traitement implique un concasseur à mâchoire à bascule unique, un circuit de comminution SABC, un circuit de concentration par gravité et un circuit de lixiviation au carbone. Les résidus du processus sont dirigés vers l'installation de stockage des résidus. L'accès au projet est facilité par une piste non revêtue de 1,5 km, mise à niveau en une route revêtue de 9 mètres de large pendant le développement de la mine. L'énergie pour l'usine de traitement provient d'une ligne électrique de 2 sur 25 kV reliant la Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Un bassin de rétention d'eau et un bassin de stockage d'eau supplémentaire ont été construits pour répondre aux besoins en eau du projet. Lycopodium Mineral a dirigé l'étude de faisabilité avec des contributions de Cube Consulting, Knight Piasold et Orlagi. Ginavar et Orway Mineral Consultants ont mené des études environnementales et sociales. Autotech a obtenu un contrat de 13 millions de dollars pour l'équipement et les services de traitement, tandis que Komatsu a fourni la flotte minière dans le cadre d'un contrat de 38 millions de dollars. Voici un rappel pour vous inviter à aimer et partager la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Plus tard, Endeavour Mining a officiellement annoncé la vente de sa participation de 90% dans les mines d'or de Boungou et de Wagyan au Burkina Faso pour environ 300 millions de dollars. Cette décision s'alignait sur la réorientation stratégique de l'entreprise en faveur de la priorisation d'actifs de meilleure qualité. L'acheteur, la filiale de Lilium Capital, Lilium Mining, agit comme un véhicule d'investissement se concentrant sur les marchés africains et de la frontière, et est dirigé par des entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. La considération globale pour ces mines, classées comme non essentielles par Endeavour, englobait des paiements en espèces immédiats et différés. De plus, Endeavour a conservé des redevances de 4% sur la valeur nette de la production vendue des deux mines. Les projections indiquaient que Boungou générerait 52 millions de dollars sur sa durée de vie productive, tandis que Wagganéon était censé contribuer à hauteur de 41 millions de dollars. La vente avait des implications sur les prévisions de production annuelle d'or d'Endeavour, conduisant à une révision dans la fourchette de 1,06 à 1,13 milliard d'onces, en baisse par rapport aux perspectives précédentes de 1,325 à 1,425 milliard d'onces. Des ajustements ont également été apportés au coût tout compris, avec une amélioration de 45 $ par once à 895, 950 $ par once. La société a affirmé son engagement à maintenir la production à Hound, opérationnelle depuis 2017 avec un objectif de production annuelle dépassant 250 000 onces sur une durée de vie de plus de 10 ans. Il est à noter qu'Endeavour a lancé une offre de rachat pour Kinross Gold, que la société canadienne a refusée. Cette vente souligne la volonté d'Endeavour de se débarrasser de ses mines d'or situées au Burkina Faso. De plus, Simafo Incorporation, une entité minière canadienne engagée dans la production d'or et l'exploration en Afrique de l'Ouest, a connu un changement significatif en 2020 lorsqu'elle a été acquise par Endeavour Mining. Simafo était propriétaire et exploitant de la mine de Mana au Burkina Faso, classée comme la troisième plus grande mine d'or du pays, ayant atteint la production commerciale à la mine de Bongo le 1er septembre 2018. La société était cotée à la bourse de Toronto et au Nasdaq OMX de Stockholm. Tout au long de son existence, Semifo a été associé à plusieurs incidents controversés. Des allégations de répression sévère des populations locales ont émergé dans des pays tels que la Guinée, le Burkina Faso et le Niger. Des accusations ont été portées concernant son soutien au régime corrompu de Blaise Compaoré et du junte militaire qui lui a succédé au Burkina Faso. Au Niger, Samafo a été impliqué dans des activités de briseurs de grève.
Les habitants protestaient contre la destruction de l'écosystème local et ce qu'ils percevaient comme des salaires d'esclaves versés par l'entreprise. De plus, Semafo s'est fait connaître pour l'évasion fiscale, accusé d'avoir échappé à des impôts pouvant aller jusqu'à 9 600 000 $ en Guinée. Au Burkina Faso, Semafo exploitait la mine de Mana, située à environ 250 km à l'ouest d'Ouagadougou, avec son gisement à haute teneur en SE. Les ressources minérales se trouvaient dans la ceinture sédimentaire volcanique de Houndé, composée de roches paléoprotérozoïques appartenant au socle biraméen. Ensuite, il y a Etruscan Resources, également expulsé du Burkina Faso. Opérant en tant qu'entreprise de production et de développement aurifère basée au Canada, Etruscan Resources gérait la mine d'or de Yuga au Burkina Faso par le biais de sa filiale à 90%, Burkina Mining Vigny SA. La société possédait 2 projets aurifères à l'étape de la faisabilité, le projet aurifère d'Agbaou en Côte d'Ivoire et le projet aurifère de Finkolo au Mali. Etruscan Resources détenait également des projets d'exploration couvrant 9000 km² au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Une autre mine est la mine de Yaramoko, située dans la région de la ceinture de roches vertes de Houndé, dans la province de Balai, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Elle a enregistré une production d'or de 106 108 onces en 2022, comprenant 2 mines d'or souterraines, à savoir la zone 55 et Bagassi South. La mine de Yaramoko abrite des gisements aurifères orogéniques à haute teneur dans la roche verte. Le gisement de la zone Bagassi Sud, situé à 1,8 km au sud de la zone 55, présente des veines en surface avec une longueur de tranchée de 800 mètres inclinée vers le nord-est. L'or est couramment trouvé sous forme de grains libres grossiers dans le quartz et est associé à la pyrite. Ces mines sont détenues à 90% par des entreprises étrangères, avec le gouvernement du Burkina Faso détenant 10%. Vous devez savoir qu'elles ont produit 546 751 tonnes d'or en 2022, dont le Burkina Faso aurait pu bénéficier. Mais au lieu de cela, il n'a obtenu que 10% des bénéfices, s'étendant sur plus de 23 000 hectares et comportant de l'or orogénique. La mine contribue à l'économie formelle du Burkina Faso en générant des contrats et en fournissant des emplois stables à la population locale. De plus, elle renforce les revenus du gouvernement hôte grâce à la taxation des revenus, aux contributions au système de sécurité sociale nationale et aux redevances payées à chaque envoi d'or. Cependant, ces impôts et avantages sont minimes. Tout cela doit être vu dans le contexte des liens croissants du Burkina Faso avec le Rwanda et de son leader sensationnel, Paul Kagame. Récemment, le brigadier général Célestin Simporek, chef d'état-major général des forces armées du Burkina Faso, a conduit une délégation en visite officielle au Rwanda du 9 au 11 novembre 2023. Au cours de leur visite, ils ont exploré des sites historiques, dont le mémorial du génocide de Kigali, où ils ont rendu hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis de 1994. De plus, ils ont visité le musée de la campagne contre le génocide au bâtiment du Parlement. Le chef d'état-major général a également visité le siège des RDF, engageant des discussions avec l'honorable ministre de la Défense, Juvenal Marissa Minda, et le chef d'état-major des RDF, MK Mubarak. L'objectif principal des discussions était de renforcer la coopération avec les forces de défense rwandaises. La délégation des forces armées du Burkina Faso s'est également rendue dans certaines installations de défense sélectionnées, recevant des briefings sur les programmes de bien-être, notamment IGEMA CSS, l'assurance médicale militaire et le magasin des forces armées. Dans le cadre de leur itinéraire, ils ont visité l'académie militaire du Rwanda Gako, l'une des écoles de défense. Cela montre que peut-être le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Paul Kagame du Rwanda veulent plus que de simples relations étroites. C'est parce que, dans le contexte africain, le Rwanda de Paul Kagame émerge comme une réussite. Lorsque Kagame est devenu président en 2000, il a été confronté à la tâche redoutable de reconstruire un pays dévasté par le génocide. Malgré un scepticisme initial, le Rwanda est devenu une nation stable, prospère, unifiée et réconciliée près de 2 décennies plus tard. Des services sociaux sont fournis à ceux dans le besoin sans distinction ethnique ou régionale, éradiquant la discrimination prévalant dans les gouvernements d'avant le génocide. Cependant, le leadership de Kagame suscite des sentiments mitigés en dehors de l'Afrique. Les critiques le décrivent comme un leader autoritaire qui restreint la liberté de la presse et politique, supervisant ce qu'ils perçoivent comme une nation non démocratique.
Pourtant, ces critiques négligeant souvent le contexte historique. Sous la direction de Kagame, le Rwanda a travaillé à établir des libertés dans un pays qui n'en avait jamais connu. Né dans le sud du Rwanda en 1957, la vie précoce de Kagame a été marquée par la fuite des pogroms anti-Tutsi, en grandissant dans des communautés rwandaises et des camps de réfugiés ougandais, en témoignant de l'oppression récurrente, en rejoignant l'armée de résistance nationale ougandaise. Kagame est ensuite revenu au Rwanda en tant que leader du FPR. À cette époque, le pays était confronté à d'importants défis, notamment des coffres pillés, des massacres de masse, des survivants traumatisés et une population appauvrie. Malgré les critiques, sous la direction de Kagame, le Rwanda est passé d'un état défaillant à un phare de stabilité et de progrès. Le style de gouvernance de Kagame a été phénoménal, sans compromis contre la corruption, le populisme et les discours divisifs. Les politiciens utilisant un discours haineux font systématiquement face à de lourdes peines et de longues peines de prison. La parole est réglementée pour éviter les préjugés ethniques, tandis que des ajustements ont été apportés à la démocratie pour relever les défis uniques du peuple rwandais, ce qui était essentiel pour établir une nouvelle forme de gouvernance dans un pays unifié avec les mêmes habitants. Dans cette initiative, Kagame a agi dans le mandat du peuple et les paramètres de la constitution rwandaise. Sa mission principale en tant que leader rwandais est de protéger le peuple rwandais du génocide par tous les moyens nécessaires. Cette mission, souvent mal comprise par le monde occidental, sera probablement transmise à ses successeurs pendant 2 ou 3 générations. Les analystes internationaux et les défenseurs de la démocratie n'ont pas pleinement adopté l'approche non conventionnelle de Kagame, évaluant souvent la politique rwandaise à travers un prisme occidental et ignorant les complexités de la gouvernance après le génocide. Par conséquent, ils ont peut-être négligé l'étude de cas la plus instructive des transformations des 25 dernières années. D'un point de vue rwandais, les droits de l'homme sont pratiqués et se manifestent par des améliorations dans les soins de santé maternelle, une réduction significative des taux de mortalité maternelle, la vaccination des nouveau-nés, une ville propre et une sécurité accrue la nuit. Les ministres n'ont plus besoin de détails sur leur sécurité personnelle, assurant leur sécurité comme tous les citoyens rwandais. Les progrès sont visibles. Cette perspective rwandaise explique pourquoi, en 2015, plus de 60% des électeurs ont soutenu les modifications constitutionnelles permettant à Kagame de se présenter à la réélection après la fin de son mandat en 2017. Certains observateurs extérieurs se sont inquiétés du fait que Kagame n'a pas formé de successeur. Cependant, il a choisi de mentoriser des milliers de jeunes hommes et femmes, l'âge moyen de son cabinet étant de 40 ans. Les femmes représentent 50% du cabinet, 61,5% du Parlement et 50% des juges de la Cour suprême. En 2018, Kagame a présidé l'Union africaine en plaidant en faveur d'initiatives révolutionnaires telles que la zone de libre-échange continentale. Les jeunes Africains sont enthousiastes à l'égard de Kagame, l'appelant souvent à diriger temporairement leur pays pour régler les problèmes. La beauté de l'Afrique réside dans son renouvellement tous les 25 ans, avec plus de 70% de la population rwandaise faisant partie de la génération Kagame, composée de jeunes ambitieux, libérés des préjugés de leurs parents. Bien que d'importants défis subsistent, Kagame mise sur la stratégie Miss du pays, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les opportunités d'emploi en dehors de l'agriculture pour absorber les 250 000 jeunes entrants sur le marché du travail chaque année. Avec une croissance économique du Rwanda de 8,6% en 2018, le pays se classe comme le 2e meilleur endroit pour faire des affaires en Afrique et connaît des progrès significatifs dans l'indice de développement humain, les indicateurs sont prometteurs. Le capitaine Ibrahim Traoré tente peut-être d'apprendre de Paul Kagame l'art de prolonger son règne pour s'assurer d'apporter tous les changements qu'il souhaite. Auparavant, Ibrahim Traoré a accusé les dirigeants africains de mendicité lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il a déclaré que sa génération ne comprenait pas comment l'Afrique, qui possède tant de richesses, peut devenir le continent le plus pauvre du monde aujourd'hui. Il a également demandé pourquoi les dirigeants africains parcourent le monde pour mendier. Cependant, il respecte profondément Paul Kagame, qui peut être son sage conseiller. Kagame règne depuis 23 ans, il a donc beaucoup plus d'expérience qu'Ibrahim Traoré, et ce dernier sait comment apprendre de cette expérience pour transformer le Burkina Faso. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a annoncé que les élections ne sont pas une priorité par rapport à la résolution des défis sécuritaires dans le pays.
Après avoir annulé les permis des entreprises, une société minière basée à Perth a révélé qu'elle avait engagé un important cabinet d'arbitrage en réponse à la décision du Burkina Faso de retirer un permis d'exploration pour un gisement d'or, mais cela ne servira à rien, car les accords eux-mêmes étaient injustes. Vous devez savoir qu'en vertu de l'article 113 du Code minier, le ministère des Mines a annulé 119 permis d'exploration en raison de leur non-renouvellement à l'expiration de leur période de validité. Qu'en pensez-vous ? Ibrahim Traoré devrait-il annuler les permis de toutes les entreprises étrangères et renégocier les termes des accords ? Traoré peut-il devenir le leader révolutionnaire capable de changer complètement la forme du Burkina Faso et de réaliser les rêves de Thomas Sankara ? Faites-nous part de vos réflexions sur la question de savoir si Ibrahim Traoré devrait nationaliser toutes les mines du pays et offrir des avantages à son propre peuple. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez